Bien, nous allons clôturer ces 2 jours très féconds, très riches, avec la conférence de clôture d'André Gassiot, en ruthénois, qui va nous parler d'un thème qui lui est cher, qu'il a beaucoup travaillé, sur les corbeaux. Et puis finalement, il a un temps correct. Ah bon? Puisque nous avons prévu de finir à 16h10. Et c'est donc ce qui nous laisse un temps très bien. Donc c'est un ami. Je ne sais pas si on le saura encore à la fin en fonction du temps qui va... Mais je lui fais confiance. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Monsieur l'Académicien, cher maître, cher Jean-Yves, chers collègues, Mesdames, Messieurs les directeurs, je suis très honoré de participer à la clôture. Il n'en sera pas une d'ailleurs, puisque ce sera plutôt une ouverture sur un questionnement, sur un sujet très large qui, comme je l'avais demandé, nécessitait environ 3h30 pour le débattre complètement. Bon. Ça a été un 3, mais un 3/4. Donc voilà. Alors j'ai changé de stratégie et je vous prie de m'excuser auprès des gens qui connaissent déjà ou qui l'ont déjà vu, parce que je vais être obligé de faire défiler environ 350 diapositives. Donc, j'espère que je ne modifierai pas votre strabisme ou votre concentration. Bien. Ceci étant, bien sûr, comme mon sujet est l'écriture, je tiens à faire remarquer que la musicothérapie et la musique est très spécifique dans l'écriture, puisqu'elle est d'abord relativement tardive, l'inscription, et ce n'est pas sur une ligne. Peut-être qu'on parlera des lignes dans la création de l'écriture, dans toute création, mais sur plusieurs lignes, et sur des lignes sur lesquelles vont s'inscrire des harmoniques. Je tiens à remercier l'équipe de Rodez, mais toutes les équipes qui s'occupent de musicothérapie. Bon, j'ai un penchant pour Jean-François, mais là aussi historique. Et puis, je remercie aussi publiquement le chef d'orchestre de Rodez, qui en fait est belge. J'avais promis de parler des Belges. Bon, je n'avais pas trop l'occasion. Donc merci Pierre Kiewitz, chef d'orchestre à musicothérapie à Rodez. Bien. Alors on va commencer par un peu d'histoire. Alors je vais d'abord, si vous voulez, nous sommes pour l'histoire dans les années 1980. Une demande en consultation tout à fait inattendue par un jeune couple qui va ouvrir un questionnement qui se poursuit toujours aujourd'hui. Et bien sûr, toutes les réponses aux propositions de réponse ou d'éclaircissement sont les bienvenues, parce que le questionnement, pour moi, persiste toujours. Pourquoi un être humain, à partir de missives anonymes, va victimiser? Et je pense que les corbeaux sont des victimiseurs en série, bien qu'il n'y ait pas de parallèle avec les tueurs en série, quoique. Donc on va victimiser une ou des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes, et ce, pendant des années, voire des décennies. Il y a 8 jours encore, un homme de la quarantaine me joint par téléphone et me demande de lui expliquer, d'essayer de comprendre le drame familial qu'il vient de vivre, lui et l'ensemble de sa famille. Je cite, « Ma mère vient de se suicider. Nous apprenons avec stupéfaction qu'elle écrivait des lettres anonymes depuis plusieurs décennies, qu'elle était sur le point d'être identifiée comme le corbeau de la région et être confondue par la gendarmerie. Nous aimerions comprendre pour pouvoir gérer ce traumatisme. » Donc il me remerciait pour les conférences qui avaient eu lieu en d'autres lieux, qui avaient permis de comprendre et d'arriver à un début d'explication et d'acceptation du traumatisme. Donc je vous propose un voyage dans le temps, l'espace, la culture, le tout centré sur les fonctions de l'écriture. L'écriture conçue comme un outil de communication. Quand on parle d'outils, je passe toujours à Gilbert Simondon de Saint-Étienne, qui a beaucoup travaillé sur la représentation de l'outil. Simondon, personne ne le connaît ici. Gilbert Simondon qui a travaillé sur la représentation symbolique. Qu'est-ce qu'un outil et quel est le rapport de l'outil avec l'être humain? Bon, comme j'étais frustré, donc je m'arrête là, mais revisitez-le, ça vaut vraiment l'intérêt. Donc je sollicite votre compréhension et votre bienveillance pour le caractère compressé ou comprimé
de ces notions qui vont défiler devant vous. Alors on va commencer. Alors de quoi en parle-t-on? Alors, hop, je ne sais pas si... Voilà, donc, de quoi parle-t-on? Alors, hop là, ça va trop vite. Le corbeau, donc, qu'est-ce que c'est qu'un corbeau? Alors le corbeau désigne donc un scripteur utilitaire, hein. Hop là. Ah, d'accord. Alors c'est ici, hein. Voilà. Quelqu'un qui écrit des lettres anonymes pour différentes raisons que l'on ne connaît pas et dont la personnalité ou la structure mentale reste encore à définir, puisqu'on retrouve des corbeaux dans toute la perspective de personnalité, mais aussi des pathologies. Alors, à quel moment le scripteur anonyme ou les scripteurs ont-ils été associés à des corbeaux? C'est une question historique. Bon, maintenant, depuis qu'on avait publié avec feu M. Moron, donc je crois que c'est assez connu, mais à l'époque c'était inconnu, et la recherche qui m'ont demandé d'être faite, là je passe Hitchcock, hein, sur les corbeaux, la désignation du corbeau comme scripteur anonyme, et nous n'avons pas retrouvé cette association antérieurement au film d'Henri-Georges Clouzot en 1943. Là aussi, il y aurait beaucoup à raconter sur le comment. En 1943, c'est l'occupation. On parlait du corbeau, de la délation, de la dénonciation. Pendant la dernière guerre, c'était quelque chose d'assez risqué, mais ils ont quand même eu l'agrément pour tourner le film. Bien, avant cette dénomination de corbeau, comment s'appelaient les corbeaux? C'était surtout des femmes qui écrivaient. Voilà, enfin, du moins, les hommes se cachaient, c'était surtout des femmes, mais la dénomination était dans un contexte culturel particulier. C'est vrai que la femme était vouée à toute l'hégémonie, hein, dans la culture catholique, du moins, ou chrétienne. Et donc, on faisait référence, bien sûr, à l'association avec les reptiles, on les appelait les vipères. Alors, c'est Edmond Locard, hein, qui alerte aux vipères. Il y a d'autres dans la littérature, mais je suis obligé de passer rapidement. Et puis, l'alerte aux vipères et les vipères. Donc, tout le monde connaît Edmond Locard, hein, dans sa thèse 1902, a retravaillé toute l'histoire de la criminologie. Edmond Locard était aussi graphologue. Donc, il a étudié les dimensions graphiques, hein, des corbeaux. Notamment, il a travaillé sur Angèle Laval à Tulle. Angèle Laval, d'ailleurs, peut-être que je reviendrai à Sainte-Marie, puisque la mère d'Angèle Laval a été hospitalisée à Sainte-Marie de Clermont. Et on aurait bien aimé connaître la psychopathologie de la mère. Pour moi, voilà, c'est un questionnement permanent. Donc voilà. Alors, le corbeau de Clouzot, il ressemble à l'essentiel du cinéma. Et si vous voulez vraiment comprendre, si vous voulez, la mécanique victimaire des corbeaux, il faut revoir le film de Clouzot où Pierre Freinet représente et joue le rôle d'un médecin qui est victimisé, alors que, contre toute attente, le victimiseur, vous le savez, non, c'est un psychiatre. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. Donc, relisez ou réécoutez Le Corbeau de Clouzot, c'est vraiment, même jusqu'à la sémantique des acteurs employés, est extraordinaire, parce que tout suggère l'action d'un corbeau. Bon. Voilà. Ensuite, alors Mac, tu veux, donc, alerte aux vipères, c'est pour, voilà, alerte aux vipères. Ensuite, la vipère, le mot Locard, je passe. Alors le corbeau, pourquoi le corbeau? Le corbeau est un animal symbolique, vous le savez, il est sinistre, de mauvais augure et porteur de mauvaises nouvelles. C'est cette association qui a dû porter Henri-Georges Clouzot à le dénommer le corbeau. Mais aussi, en même temps, c'est un oiseau mythique, c'est le messager, le justicier des dieux. Avant d'être noir, il était blanc. C'est en accord avec ce que l'on sait aujourd'hui de leur intelligence. Le corbeau est très intelligent. Et pourquoi il est intelligent, le corbeau aussi? Je ne sais pas, je vais parler un petit peu comme ça à cappella, sans trop lire. C'est que les techniques employées par les corbeaux dans le dépôt des lettres anonymes défient toute intelligence. Si j'ai le temps, on verra avec Angèle Laval, elle pouvait le mettre dans l'église, dans le corbillard, sous les lettres, etc. Par exemple, dans le premier cas de 1980, on n'arrivait pas à attraper le corbeau du petit village et il a fallu mettre en scène, si vous voulez, une stratégie
on savait à peu près que le corbeau mettait les lettres à la boîte à lettres, lui était spécifique, le matin de bonne heure. Donc avec la gendarmerie et le préposé au poste, à l'époque il y avait des postes un peu partout, dont on avait décidé, on montait la garde plusieurs matins, et quand le corbeau, subrepticement, est venu déposer la lettre, pop, le préposé des postes a attrapé la lettre, la gendarmerie l'a arrêté et on a trouvé le corbeau. Donc les stratégies sont très très diverses et sont en fonction de la culture et de l'intelligence de la personne ou du côté de la malignité de la personne. Bien, donc si vous voulez, ces multiples fonctions, hein, c'est-à-dire de messager, on envoie un message, de justicier comme identifié au Dieu, est en accord avec effectivement la mécanique qu'on va retrouver dans les lettres anonymes. Alors, un peu de vocabulaire, qu'est-ce qu'on appelle un animographe? Alors les auteurs de lettres, là je cite Locard. L'anonymographe est auteur de lettres anonymes en série. Alors Locard dit que ce sont des malades, mais on est dans les années 1920, ou tout du moins des anormaux. Quelle est la normalité? Aujourd'hui on ne parle plus d'anormaux, qu'il s'agit d'une véritable psychose. Là aussi, si on a le temps, on fera un inventaire très rapide des psychopathologies du corbeau, dont il est aisé de définir et de préciser les symptômes. Ça, c'est lui qui le dit, hein. Comme le kleptomane ou le dipsomane. L'anonymographe est un anormal. Ça, voilà, c'est 1937. Alors, définition. Il s'agit d'une définition arbitraire de notre part, inspirée de Locard. C'est-à-dire que c'est moi qui ai proposé il y a longtemps la dénomination de anonymographe par rapport au corbeau, qui est lui simplement utilitaire. Je travaillais à l'époque à Toulouse avec Suzanne Privat, qui était psychologue et graphologue, d'ailleurs à l'hôpital Marchand, pour comprendre les corbeaux, dont on était graphologue, mais les corbeaux purement utilitaires, qui n'avaient pas de pathologie. C'est-à-dire le monsieur qui envoyait des lettres à sa compagne ou à son ex-femme pour l'obliger à déménager, etc. Ce sont des corbeaux utilitaires. Et chaque fois, ces corbeaux n'envoient que quelques lettres dans un temps limité. L'anonymographe va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il envoie des lettres, des centaines de lettres. Avec les cybercorbeaux maintenant, malheureusement je n'aurai pas le temps de vous en parler, ce sont des millions de lettres. Et vous savez, le harcèlement, notamment au niveau des jeunes, c'est ce qu'on appelle la raison numérique. Je ne peux pas en parler, je n'aurai pas le temps. Mais si vous voulez, à ce moment-là, l'anonymographe, c'est celui qui va faire des lettres, mais des lettres de façon répétitive, c'est-à-dire des centaines de lettres, sur des années, des dizaines d'années. Le jeune homme de 40 ans dit que pendant 10 ans, elle avait envoyé des lettres. Celui que je vais vous présenter comme cas clinique, entre guillemets, il l'a victimisé pendant 8 ans, de lui envoyer des centaines de lettres. Donc voilà, pour moi, l'anonymographe, c'est le corbeau qui présente une pathologie, qui reste à définir en large part. Leur association d'autres... Alors, autre définition aussi, c'est que l'anonymographe envoie des lettres anonymes, ne fait pas que envoyer des lettres anonymes. Et vous verrez qu'il a des structures de personnalité qui comportent des tendances ou des traits de personnalité antisociale par ses comportements. Ça va, vous suivez? Je ne vais pas trop vite. Non, c'est bon. Bon. Alors, bien sûr, il existe un continuum entre le corbeau et l'anonymographe. Le corbeau peut se prendre au jeu et multiplier l'être anonyme dans l'espace et le temps. Il peut développer des comportements de plus en plus délictueux, s'associer à d'autres personnes. Alors, j'avais, dans l'hypothèse, parlé de l'affaire Grégory, sur lequel je travaille depuis le début, notamment avec les graphologues parisiens, et donc avec qui on avait pas mal discuté. Bon, pour moi, elle avait une idée un peu fausse, hein, mais bon, peu importe. Et ensuite, j'ai oublié de dire à quel titre je m'intéresse au corbeau. Donc, en tant que graphologue, je suis tombé dans la graphologie depuis tout petit. Pourquoi? De côté maternel, dans la famille, il y a un certain Magna, dont Dominique et son père, qui était président de la Société suisse de graphologie, et qui, depuis petit, m'a expliqué ce que c'était que l'écriture, ce qu'on appelle le symbolisme de l'écriture, notamment de l'écriture germanique, qu'on appelle l'écriture symbolique, c'est-à-dire de Max Pulver,
qui permet très rapidement de voir une écriture et de comprendre les tendances. On verra avec c'est quoi l'écriture tout à l'heure, si j'ai le temps, de vous expliquer que l'écriture est une dimension dans l'espace, dans un espace, dans un temps, et qu'elle est multidimensionnelle. Ce qui permet d'ailleurs, par l'écriture, d'ouvrir aux sciences, ce que ne permet pas l'oral. Donc, le continuum peut aboutir, si vous voulez, à des comportements délictueux s'associer à d'autres personnes, comme dans le cas que je vous présenterai tout à l'heure, mais aussi dans l'affaire Grégory. Vous savez qu'il y a plusieurs scripteurs. C'est tout un ensemble qu'il est passionnant de faire un génogramme, toute l'histoire. Alors, suffisamment de documents maintenant. J'aurais aimé vous commenter la dernière lettre du Corbeau. J'ai tué le fils du chef. J'ai tué le fils du chef. Je n'ai pas tué petit Grégory. J'ai tué, c'est entre jeu, mais c'est avoir. Ce n'est pas le jeu en tant que le jeu et le tu, c'est le j'ai en tant qu'avoir. Tuer. Tuer vient du tu, de tuer, qui étymologiquement veut dire aider. Et tuer, c'est se suicider. Donc, il y a toute une analyse sémantique extraordinaire à partir de la dernière lettre du Corbeau. J'ai tué, non pas Grégory, mais le fils du chef, c'est-à-dire non pas une personne, mais un objet dans une filiation. C'est vrai que l'écriture détermine la filiation. Je vais très vite, je suis désolé. Ben voilà. Bon. Bien. Donc, un corbeau aussi, il faut savoir que va promouvoir un ensemble de petits corbeaux. Il y a le grand corbeau et le petit corbeau, ou les corneilles, c'est selon. On continue. Un peu d'histoire. Traditionnellement, la plus ancienne histoire de lettres anonymes en France est rapportée par l'histoire du lieutenant Émile de la Roncière. Enfin, il faudrait que je time, parce que faut que j'accélère. Hein. On est le 15 août 1834, dont le jeune lieutenant Émile de la Roncière est lieutenant dans le cadre noir de Saumur. Vous savez, le cadre noir à Saumur, c'est la cavalerie. Maintenant, c'est l'arme blindée, mais qui est plutôt à Fontevraud. Bien, le lieutenant Émile de la Roncière, beau jeune homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le père était dans l'arme terrestre, dans l'armée de terre, et non pas dans la cavalerie. Vous verrez pourquoi après, c'est important. Donc, le beau lieutenant de la Roncière est invité chez le général de Moreil pour une réception. Je ne sais pas si vous connaissez le cadre noir, mais bon, heureusement ou malheureusement, dans ma vie, on m'a mis à un moment donné un képi pendant plusieurs mois et j'ai abouti au cadre noir, où d'ailleurs j'ai appris à connaître ce que c'était qu'un cheval. Bon, je commence à partir, donc je me recadre. Et donc il y a des réceptions extraordinaires, mais des réceptions huppées. Et donc, Marie de Moreil, tombe amoureuse du jeune lieutenant de la Roncière. Le jeune lieutenant de la Roncière, pour des raisons que je ne peux pas exprimer, ne s'émeut pas de Marie de Moreil. Donc Marie de Moreil reçoit des lettres anonymes signées L.A.R. Donc des lettres signées, mais signées de façon anonyme, enfin, plus ou moins anonyme. Et un jour, on la retrouve bâillonnée dans sa chambre, elle dit « c'est le jeune lieutenant qui m'a sauté dessus, qui a voulu abuser de moi ». Bref, pour faire un rapide, le lieutenant est arrêté, le général de Moreil, la cavalerie, qui est la cavalerie impériale, donc va faire arrêter le lieutenant, il va être condamné, malgré un procès célèbre, sera dégradé et partir au bagne. Il faudra presque 14 ans pour qu'il soit réintégré et que Marie de Moreil soit reconnue comme auteur des lettres anonymes. Il sera intégré, il deviendra d'ailleurs le 8e commandant de Tahiti. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà. Ça, c'est la première histoire en France qui est racontée. Voilà, c'est l'affaire de la Roncière. Oh, pardon, choup. La deuxième, ça c'est par un petit peu narcissisme ruténois. Donc c'est l'histoire de l'affaire Fualdès de Rodez, vous connaissez tous, moi vous en avez entendu parler. Alors il y a deux éléments importants dans l'affaire Fualdès. Un, c'est que effectivement le tribunal est inondé de lettres anonymes. L'affaire Fualdès, on ne sera jamais résolue. Et les affaires des lettres anonymes vont faire qu'il y aura un deuxième jugement qui se passera à Albi, pas à Rodez. Et là vont apparaître ce qu'on appelle dans l'histoire des premiers chroniqueurs judiciaires.
dont l'affaire Fualdès est à l'origine de ce qu'on appelle les chroniqueurs judiciaires. C'est la première fois en France qu'ils apparaissent, donc voilà, dû à l'affaire la rumeur de Rodez. Bien, en corbeau animographe, les scripteurs anonymes se retrouvent dans toutes les cultures, en littérature. Là, je vais passer rapidement. Donc, Gabriel Marquez, prix Nobel de littérature, et avec la Malahor en 1982. Donc, ça se passe en Colombie. Si tu surveilles l'heure, reste trop, parce que bon, si je pose trop. Ça se passe en Colombie, donc c'est la révolution, voilà, ça se passe mal. Et dans un petit village, un maire tyrannique, paranoïaque, tyrannise toute la population, et les lettres anonymes vont partir. Voilà, et donc il va y avoir des règlements de compte entrant, donc il appelle ça la Malahor, hein, c'est voilà, bon, la mauvaise heure pour régler ses comptes. Deuxième, vous connaissez tout, Agatha Christie, la plume empoisonnée. Donc ça se passe en Angleterre. La lettre empoisonnée, la plume empoisonnée, c'est le titre français. Le titre anglais, c'est Mover Finger. Voilà, c'est-à-dire le mouvement de la main. Pour d'autres raisons. Donc ça se passe, c'est un jeune militaire qui a été blessé pendant la bataille d'Angleterre et qui se réfugie avec sa sœur dans un petit village. Et à partir de là, des lettres anonymes vont paraître. Et ces lettres anonymes vont générer plein de problèmes. Un suicide d'ailleurs de la femme du notaire, que c'est trop long pour expliquer. Mais surtout, une personne va être chargée, Miss Marple, de gérer l'affaire. Et de là va être à l'origine, si vous voulez, de l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu ». Donc ça vient d'Agatha Christie, il n'y a pas de fumée sans feu, qui tiendrait son origine à cela. Bien. Donc le corbeau de Tulle, donc, qui lié à dans le livre fait par notre ami Francette Vigneron. Alors le corbeau de Tulle, il y a eu des films d'ailleurs hein, sur le corbeau de Tulle, c'est Angèle Laval, donc 1917-1922, des centaines de lettres anonymes sèment la suspicion dans la préfecture de la Corrèze. Des centaines de lettres. Partout, je vous ai expliqué la dextérité d'Angèle Laval, signée, enfin oui ou non, l'œil de tigre. Alors Francette n'est pas tout à fait d'accord, mais bon, l'œil de tigre. Donc il y a eu des morts, et notamment elle a simulé un suicide dans un lac à côté de Tulle, mais elle a attendu que sa mère se noie. Quand sa mère s'est noyée, elle est sortie de l'eau et elle a crié au secours. Et donc Angèle a été condamnée et reconnue comme responsable des lettres anonymes et a été condamnée, mais a passé le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique plus une maison de retraite. L'affaire de Tulle a été très très bien analysée par Francette Vigneron. C'est un monument. Il y a un film qui a été tiré. Voilà. Je passe encore rapidement l'œil de tigre. Hein. Alors pour la justice, bien sûr, c'est l'affaire Grégory. L'affaire Grégory, le 16 octobre 84, 17h. L'affaire Grégory, c'est le corbeau de la Bologne. C'est extraordinaire. L'histoire est extraordinaire. Bon, d'abord, elle est multidimensionnelle. D'abord, c'est l'affaire de la justice. C'est l'affaire de famille avec des génogrammes. Les parents, il y a plusieurs familles qui se disputent. Des envois, des centaines de lettres, des dommages, des fractures de porte, etc. Mais vous verrez, si vous voulez, que dans l'affaire Grégory, il y a tout. Mais en plus, il y a des histoires de corporatisme, il y a des histoires politiques, il y a des histoires journalistiques, et puis le drame dans les années 80 de la justice, de la formation des juges, plus la formation des gendarmes aussi, donc on est sur une autre période. Mais l'analyse, il y a beaucoup de livres hein, sur l'affaire Grégory, c'est dommage, mais bon, je n'ai pas le temps de le traiter. Voilà. Beaucoup d'affaires judiciaires de corbeaux ont effrayé la chronique, donc il y a encore, je crois que c'est en Hollande qu'il y a un problème, dont le commissaire et le corbeau, etc. Bon, alors là je vais vous présenter le cas clinique, j'appelle ça le corbeau d'Altalver. Alors, je vous le dis de suite, Altalver est un lieu emblématique, donc, décrit par Johan Bodon, c'est-à-dire Jean Boudou, qui est un félibrige, c'est-à-dire qui parle l'occitan, comme les félibriges, c'est-à-dire les Provençaux. Bon, je vous dis de suite pourquoi l'Altalver, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de l'expliquer. C'est quoi l'Altalver? L'Altalver, si vous voulez, quand les agriculteurs labouraient leurs champs avec des bœufs, ils faisaient des allers-retours et pour tourner, ils avaient besoin de laisser
un endroit, un culte. D'accord? La Talvère, ça a plusieurs noms, notre nom aussi en occitan. Donc vous savez que les laboureurs fonctionnaient en boustophédon, comme de l'écriture, ça faisait des allers-retours, etc. Donc ce lieu, un culte, est un petit peu le lieu où poussent les herbes folles, mais aussi le génie. Et on verra avec tout à l'heure à quoi ça correspond. Donc ce lieu où à la fois il y a le génie et aussi il y a la folie, on verra que la Talvère est bien le lieu emblématique de ce qui se passe chez les corbeaux. Donc depuis plusieurs années, un corbeau inonde de lettres anonymes la région de la Talvère. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait qu'une pure coïncidence pour des raisons très particulières. Bien, en sociologie, pendant 8 ans, 44 personnes seulement déclareront un harcèlement aux autorités avec un document reçu. 14 femmes, 30 hommes. Donc déjà, il y a un indicateur. Sur des centaines expédiées, le nombre de lettres anonymes reçues augmente avec l'année. Du point de vue psychopathologique, ça pose des problèmes. L'aire géographique des victimes s'étend sur un rayon de 10 km autour de la Talvère à peu près. Ça aussi, c'est important. Retenez-le parce que ça me paraîtra tout à l'heure. Alors, on va analyser le processus de victimisation. Sociologie, mécanisme, etc. Alors, les mécanismes de la victimisation sont la diffamation, l'injure, l'imprécation, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des lettres que vous n'avez jamais vues ou que vous ne verrez jamais. Pourquoi? Parce que c'est dans des dossiers judiciaires et ça ne sort pas. Donc, en tant qu'expert, expert pour l'endroit où j'étais, donc effectivement, on m'a confié un certain nombre de lettres à analyse. Donc voilà, des injures, des insultes, voilà la teneur, si vous voulez. Donc vous voyez, c'est le domaine toujours d'un langage ordurier, provocateur, etc. Et quand vous verrez qui était le scripteur, quand vous entendrez qui est le scripteur, vous verrez qu'effectivement, ça pose des problèmes. Alors l'insulte, insultare, c'est-à-dire sauter dessus, voilà, vous voyez un peu la teneur du vocabulaire avec des écritures particulières. Si vous n'avez jamais vu de lettres anonymes, voilà un petit peu quand vous le recevez, vous pouvez comprendre le degré de victimisation. C'est-à-dire, ce sont vraiment un stress maximum. La délation, alors c'est les sycophantes. Les sycophantes, c'est les voleurs de figues dans l'Attique, dans la zone sacrée de l'Attique. Sycophantes, c'est-à-dire les voleurs de figues. Sycophantus, ça veut dire les figues, les voleurs de figues. Voilà, bon, ça fait bien de parler de sycophante plutôt que délation. La délation, dans la dernière guerre, je tiens à vous prévenir que votre fille voit toujours un certain copain au travail, mais peut-être aussi ailleurs, etc. Vous voyez, c'est la suspicion. On fait une délation et toujours il y a une dimension de suspicion. Elle doit mentir, etc., etc. Voilà. Dans la délation à la gendarmerie, donc le corbeau va écrire à tout le monde. Il écrit à un certain nombre de personnes de son environnement, mais aussi aux autorités, qu'elles soient aux autorités de police, de gendarmerie, ou même au tribunal. Bon, là, c'est une délation. C'est 3 femmes qui vont porter plainte à la gendarmerie, voilà, donc, contre le présupposé corbeau. Donc, voilà, écoutez pas les 3 pipelettes, etc. Leurs célèbres sottises ajoutées à leur haine les amène à accuser sans preuve les faux coupables, etc. Donc déjà, vous voyez, ils se met en censeur. Sont sortis de leur élucubration pour leur faire bon. Par leur faute, sont morts dans les hommes, monsieur, etc., etc. Donc, si vous voulez, les lettres ont entraîné des décès. J'ai eu votre adresse par la pipelette, etc. Elle sait tout. Ça, c'est important, hein, je sais tout. Donc, c'est la manipulation des secrets. Elle vous a à la bonne. Donc, c'est la proximité. Bon, voilà. Donc, vous pouvez faire parler. Son hypocrisie est phénoménale. Attention, sa malhonnêteté légendaire. Vous voyez, c'est vraiment la délation. Bon, ça vous va? Ça vous surprend ou non? Je continue. Dans le sort, alors ça on verra aussi pourquoi le sort. Alors à toi, voilà, nous avons le mauvais sort, tu as le mauvais sort sur toi, tu l'attires par ta laideur et ta bêtise.
Donc Guillaume est angoissé, est aux angoisses, il va quitter le boudin public pour l'Immaculée privée. La voix exorcise le mauvais œil. Alors vous verrez que dans l'histoire de l'écriture, là on parle de l'écriture, que l'écriture, notamment en Chine, a un pouvoir, si vous voulez, un pouvoir magique. La lecture des écritures sur les écailles de tortue ou sur les omoplates a une fonction, si vous voulez, magique. Et on va interpréter les signes à partir, si vous voulez, de ce qu'elles représentent et de ce qu'elles peuvent, si vous voulez, annoncer d'un avenir. Donc voilà, elles vont déterminer des sorts. Donc c'est la dimension, alors qu'on verra que l'écriture en Occident est différente. Pour la diffamation, diffamer, c'est porter atteinte à l'honneur, etc. Donc voilà, bon, là, ça en prend le corbeau, ça en prend un brigadier. Voilà. Vous voyez la teneur, vous n'aviez jamais vu de lettre anonyme? Non, jamais. Donc il faut voir la teneur. Quand vous la recevez, c'est un choc, c'est-à-dire c'est un stress. Voilà. Voilà, c'est des propos orduriers. Hein. La diffamation à découvert. Alors, la diffamation à découvert est un facteur aggravant du point de vue judiciaire. Dans l'article 222, 6, 7, si vous voulez, de juridique, c'est un facteur aggravant. Donc, vous voyez, c'est le maire, maire Monétran, bon, d'accord, bac -4, etc. Donc, je me rappelle une histoire dans un certain département, hein, le maire, ne sachant signer, l'adjoint fait une croix. Bon, bien, les secrets. Alors ça, c'est une notion très importante, c'est-à-dire que le corbeau utilise dans sa mécanique victimaire des secrets. Dans le cas d'Angèle Laval, comme elle travaillait à la préfecture, elle lisait des dossiers, elle utilisait les secrets qui étaient détenus dans la préfecture pour les renvoyer, s'en servir comme élément ou concept de victimisation chez les victimes, chez les gens qu'elle voulait victimiser. Dans l'affaire de Tulle, il y a eu plusieurs morts en dehors de la mer. Donc voilà, c'est une écriture en bâton, on y reviendra. Hein. Alors là, il s'en prend à une infirmière qui n'a pas eu le concours au premier coup, il le sait. Et donc il dit, voilà, hein, tu as eu ton diplôme, mais tu as eu du mal. Les menaces. Alors la menace aussi est un facteur aggravant du point de vue judiciaire. Ça multiplie presque par 10 si vous voulez, le degré, si vous voulez, de gravité pénale de la lettre anonyme. Bien, vous voyez un peu la teneur, hein, donc tu peux faire attention, car la mère est furieuse contre toi, elle en veut à ta peau. C'est menace de mort. Hein. Elle va divorcer à cause de toi, elle a des preuves, des photos, bon, après, d'autres choses. Donc ça suggère toujours, c'est une caractéristique des corbeaux, une proximité avec la victime. Là aussi, attention à ta peau. Là, c'est si la personne, si le corbeau, effectivement, est trouvé, ça risque des années de prison, jusqu'à 3 ans de prison. C'est une menace de mort. Hein. Et voilà, donc ça se passe de commentaires, hein, les menaces sont directes. Donc, vous voyez, attention à ta peau, je vais te tuer. Donc, c'est des menaces directes. Quand vous recevez ça, quelqu'un que vous ne connaissez pas, on ne sait pas qui c'est. Voilà, il est de proximité, mais on ne sait pas. Voilà. Donc, les dimensions de la diffamation, proprement dit, diffamer, c'est porter atteinte à la renommée, la femme, bon, par les paroles, les écrits, les actes, par rapport à la profession, la famille, à l'image du corps, à la vie publique, associative, familiale et conjugale. La diffamation à découvert, donc figurant sur l'enveloppe. Donc effectivement, le corbeau, sur les centaines de lettres qu'il a envoyées, s'attaque à tous les corps professionnels, il s'attaque à tous les membres représentants des forces de l'ordre, etc. Il s'attaque aussi aux personnes responsables d'associations, c'est le monde associatif. Bon, voilà, une autre délation, je crois que ça se passe de commentaires, hein, si vous suivez ça, bon, voilà, très bien, ça vous met en forme pour la journée. Bon, là aussi, donc voilà. C'est lisible, oui. Bon. Tu t'endors pas, non, ça va.
Bien, alors technique de manipulation maintenant. Si vous voulez, ça vous donne, cet inventaire n'est pas complet, j'ai pris l'essentiel. Alors vous voyez un petit peu le type de technique de manipulation mentale, hein, donc qu'on pourrait appeler aujourd'hui la victimisation ou la violence symbolique décrite par Pierre Bourdieu, une violence symbolique. Hein, c'est-à-dire, il y a une violence directe, mais il y a une violence aussi d'un autre degré. C'est-à-dire, comme dit Pierre Bourdieu, c'est lorsqu'on représente une autorité sur quelqu'un que l'on manipule, cette violence symbolique peut se présenter sous forme de texte, sous forme de loi, sous forme etc. Donc violence symbolique. Donc la réputation, le secret, les stratagèmes, les menaces, faussation, séduction, contamination. Il y a une contamination, vous voyez que la contamination, c'est qu'il accuse un membre de la famille, mais ce membre de la famille est mis en relation avec d'autres personnes. Donc ça a fait un effet de contamination. Dans la Talver, si vous voulez, la dénonciation, c'est-à-dire la contamination, il a failli avoir un meurtre sur la place du marché, puisque quelqu'un qui avait été nommé comme responsable, il était nommé dans la lettre, nommé la responsabilité d'un tiers sur la place de marché, il a failli avoir un règlement de compte à ce sujet. La compromission, vous êtes compromis dans un certain nombre d'actes qui sont répréhensibles. Bon, le chantage, etc. Calomnier, il en restera toujours quelque chose, à l'adage populaire. La calomnie est une accusation grave, mensongère. La calomnie, monsieur, vous ne savez guère ce que vous dédaignez, mot de Basile dans la fameuse tirade du Barbier de Séville. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur de la calomnie, c'est la rumeur. La rumeur d'Orléans, donc tout le monde connaît Edgar Morin, la rumeur d'Orléans, c'est 1869. Quand je travaillais sur la peur et la terreur de l'an 2000, j'ai retrouvé la même rumeur à Orléans en l'an 1000. C'est-à-dire la même rumeur d'Orléans existait à l'an 1000 à Orléans. C'est extraordinaire, comme quoi les choses se répètent. Alors la rumeur, c'est un sujet, un certain nombre de livres, hein, pour ceux qui aiment la bibliographie. Voilà, bon. Alors la rumeur, elle peut être dans les villes, elle peut être à la campagne, elle peut être partout. Voilà, c'est de source sûre, c'est toute la mécanique victimaire de la rumeur. Alors si vous voulez, la rumeur, pour Edgar Morin, la rumeur est fondée sur le mythe. C'est-à-dire que la rumeur va circuler à partir d'un mythe. Alors d'un mythe ou d'un micro-mythe, par exemple, dans la rumeur d'Orléans, c'est qu'il existe des magasins d'habillement juifs à double porte qui fait que quand une belle jeune fille rentre, la porte s'ouvre et elle part. On la kidnappe et elle part pour faire la traite des blanches dans notre pays. Donc, voilà, 1000 ans après, la même problématique. Ce sont des micro-rumeurs. Et toujours, chez les anonymographes, toujours la rumeur va être sur un mythe. Le mythe d'être trompé, le mythe de ne pas tenir une comptabilité dans une association, etc. Ce sont des petits mythes ou c'est des grands mythes. Là, je ne peux pas en parler parce que parler des mythes, comme le mythe d'Oedipe d'ailleurs, nécessiterait beaucoup de dimensions. C'est-à-dire qu'il existe des mythes de différentes dimensions. Chez Le Corbeau, ce sont souvent des micro-mythes qui font référence à des problématiques, à des rumeurs locales. Bon, voilà. Bien, les types graphiques. Il faut savoir que le scripteur anonyme peut utiliser des écritures en cursive, mais aussi un type d'écriture en bâton. C'est ce qu'on appelle l'écriture en bâton. Alors vous voyez le contenu aussi, hein, donc édifiant. L'écriture en bâton dérive de l'écriture en capitale. L'écriture en capitale a été inventée par les Grecs pour pouvoir écrire par les Grecs et aussi par les Égyptiens pour pouvoir écrire gravé dans le marbre. On parlerait peut-être des gravures. Donc, voilà. Donc aussi pour cacher l'écriture. Ensuite, donc l'écriture avec un normographe. Dans le normographe, vous savez ce que c'est, hein, c'est un morceau de plastique sur lequel on trace les lettres. Le corbeau de la Talver a été arrêté, enfin, pour d'autres raisons, mais si vous voulez, un des éléments
qui a été capital après l'arrestation aussi, et dans l'écriture des corbeaux pour le valider et le rapporter aux corbeaux, parce que toujours comme dans l'affaire Grégory, quand il y a des actes délictueux ou quand le corbeau revendique un acte qui soit délictueux ou criminel, c'est pas forcé. Comme dans l'affaire Grégory, c'est pas parce que le corbeau dit j'ai tué que c'est lui qui l'a tué. Vous comprenez, c'est très compliqué. Et donc là, si vous voulez, le corbeau se servait d'un normographe qui avait une lettre à moitié cassée. Et donc quand on l'a confronté, si vous voulez, on a confronté son écriture et le normographe. Pourquoi? Parce que quand on l'a arrêté, quand la gendarmerie l'a arrêté après filature, donc effectivement on a vu où il cachait son normographe. Donc il le cachait dans un petit muret, sur la route, etc. On a retrouvé, voilà, bon, après filature. Donc voilà. La sémantique, alors l'analyse du contenu, c'est l'utilisation pronominale du tu, qui sous-entend une situation de proximité, agresseur-victime. On lise le tu, quand on dit tu, c'est qu'il y a une relation entre le je et le tu. Je voulais vous lire du Bachelard, mais je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que le je et le tu instituent une relation. Je ne suis homme que parce que je suis humain parmi les hommes. Si je suis seul, je suis une personne, mais comme je n'ai pas de relation avec d'autres humains, je suis personne, au sens où je n'existe pas. Donc ce lien entre le je et le tu est fondamental dans ce qu'on appelle l'intelligence sémantique. Bien, donc l'utilisation du pronominal du tu, l'utilisation du on ou du nous suggère un effet de nombre qui renforce l'anonymat et le stress, c'est-à-dire la peur. C'est-à-dire on vous suit, on vous a à l'œil. Oui, on vous a à l'œil, ça suggère que ce n'est pas une personne, mais que c'est un groupe qui va victimiser la personne ou les personnes. Autre technique, c'est les appels. Alors, je vous ai dit déjà que le scripteur, le corbeau, utilise des lettres anonymes. L'anonymographe utilise plein de techniques. Les appels téléphoniques anonymes dans l'affaire Grégory, vous en avez des centaines, avec des voix différentes, des voix de femmes, des voix d'hommes, des voix rock, etc. Ce sont des vols. Par exemple, notre corbeau de la Talvère, il allait chez son voisin et lui cassait toutes les bouteilles dans sa cave. Donc voilà, des sabotages. Le corbeau de la Talvère sectionnait les câbles de flexibles des véhicules dans une entreprise. Des meurtres, comme dans l'affaire Grégory. Alors, voilà, les techniques de dépôt des lettres anonymes, je vous en ai déjà parlé. Le corbeau, comme l'anonymographe, sont d'une dextérité surprenante, d'une intelligence de la dextérité, voilà. Alors, si vous voulez, à l'époque, dans les années 80, j'ai essayé de retrouver et de contacter une vingtaine de personnes qui ont accepté un entretien d'une évaluation de stress post-traumatique. Alors, à l'époque, dans les années 80, je n'avais qu'une échelle, c'est l'échelle canadienne Holmes et Rae, et donc j'ai pu les victimer. Alors je suis trouvé, un syndrome de répétition est présent chez toutes les victimes. Un syndrome de répétition, vous savez tous ce que c'est que le stress post-traumatique, syndrome de répétition partout. Donc la répétition, syndrome névrotique domine dans la population féminine, c'est-à-dire une anxiété permanente et des phobies. Par exemple, une pharmacienne qui avait été victimisée n'osait plus le matin aller ouvrir sa boîte à lettres. Elle interdisait les enfants d'aller chercher le courrier. Donc il avait une phobie chaque fois que le facteur, même le chien, se mettait à changer de voix quand le facteur arrivait, il avait compris qu'il y avait un problème avec le facteur et non pas le contenu. 5 minutes, il faut que j'accélère. Bon. Donc voilà. Alors c'est surtout les femmes qui ont des troubles névrotiques, je passe, c'est un constat. Et la personnalité traumatique, c'est plutôt les hommes. C'est un traumatisme, c'est-à-dire une révolte, une agressivité, des troubles du comportement très importants avec des violences. C'était surtout chez les hommes. Je vous livre cela, donc qui date bien sûr. Alors la phénoménologie du stress, ça en tant qu'Aveyronais. Alors l'histoire ne dit pas si le temps écoulé menace ou délivre. C'est le stress, c'est la phénoménologie du stress. L'histoire ne dit pas si le temps écoulé, le temps qui passe, menace ou délivre. L'histoire est là qui nous regarde sans pitié. Elle raconte, pourquoi l'interroger? Le présent seul répond. Et là, je pense à notre feu Jean d'Ormesson qui dit, dans la Joine de Mer,
le présent est un procès verbal. Procès verbal, ça veut dire quoi? C'est que c'est un procès verbal, pas écrit, enfin écrit après, qui entraîne un questionnement sur l'avenir par rapport au passé. Donc c'est un procès verbal, et le présent est un procès verbal qui se présentifie en permanence. Ça va, comme c'est tardif, je passe, parce qu'on va pas continuer. Donc, de l'épilogue, après arrestation et confrontation, alors là, si vous voulez, c'est le clou de la soirée, c'est le clou pour moi de cette personne, c'est que la personne, l'anonymographe, va être arrêté. Et si vous voulez, la personne chez qui il allait casser les bouteilles dans sa cave, pour des raisons de jalousie, etc., peu importe, si vous voulez, a mis une caméra dans sa cave et a vu que c'était la personne qui a été arrêtée. Donc, lors de l'arrestation, on montre le film de la caméra, donc au corbeau, à l'anonymographe. Et ce qui répond est extraordinaire. Quand j'avais fait ça, quand je l'avais exposé, c'était aux Annales, je crois, avec Feu Morand. J'ai dit, voilà, dans l'anonymographe dit, si vous dites que c'est moi, c'est moi. Mais pour moi, c'est pas moi. Voilà, et on va revenir là-dessus. Alors, le corbeau, c'est le médecin très respecté de la Talvère. Il faut savoir aussi, hein, que c'est terrifiant. Hein. Vous savez, quand on a été nommé expert, quand on a cocu, enfin, qui a été arrêté, le médecin en question est mort le lendemain. Je passe. Il y avait des tas d'histoires derrière, si vous voulez, qui font que ces histoires, on s'est décidé avec le juge, la gendarmerie, d'arrêter, parce que je recevais des menaces de mort, parce que je pouvais divulguer le pourquoi et la fine histoire de toute cette histoire du corbeau, parce qu'il y avait des affaires qui étaient en cours. Bon, peu importe. Voilà, donc le corbeau, c'est très bien. La psychopathologie des corbeaux et anonymographes, les caractères communs, c'est l'utilisation de l'écriture, histoire et fonction, les anonymes, donc on va voir l'anthroponymie, il me reste combien? Pas beaucoup. Bon, je vais... L'absence d'aveu, alors c'est une caractéristique, l'absence d'aveu, la dénégation. Alors est-ce que c'est un déni, une dénégation? Est-ce que c'est une dissociation? Qu'est-ce que c'est une amnésie psychogène ou une hypermnésie dans les troubles post-traumatiques, hein, lorsqu'il y a une fixation, qu'on a été traumatisé sur un élément particulier, il peut y avoir une hypermnésie qui bloque tout. Donc c'est le problème de l'anonyme, le problème de l'absence d'aveu. Les corbeaux n'avouent jamais. Vous pouvez les tuer, ils n'avouent pas. Voilà. Alors, pour comprendre, je vais vous parler 30 secondes ou un peu plus, hein, il me reste combien, de l'écriture. Alors, c'est un système de signes visibles pour communiquer à travers le temps et l'espace. D'accord? Alors, l'origine de l'écriture, c'est là que ça devient passionnant. Alors, l'écriture, si vous voulez, au niveau de l'histoire, ça a apparu à Sumer en 3400, à peu près avant Jésus-Christ, puis après en Égypte, puis après en Chine. Alors, donc, en fait, si vous voulez, ça a apparu à plein d'endroits, plein de moments. L'ancienneté la plus importante, c'est la civilisation de l'Indus, qu'on appelle la civilisation de Mohenjo-Daro, dans le bas Indus, ou de l'Harappan, où il y a des systèmes d'écriture qui sont inconnus, enfin, qu'on a spécifiés, mais qu'on n'arrive pas à comprendre, qui dateraient de moins 7000 ans. L'Égypte aussi, quand on regarde les papyrus de Smith, de moins 2000, en fait, ce sont des reproductions de documents, de papyrus beaucoup plus anciens. Donc, en plus, la civilisation d'Harappan qui pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a 7000 ans, ils avaient l'eau courante, etc. Et ils avaient une écriture, et surtout, ils sont inventeurs de la licorne. On a des sceaux, donc à moins 4000, moins 5000 ans, où déjà ils représentaient la licorne. La licorne, vous savez ce que c'est? C'est quand les cornes sont liées. Bon, je passe. Sinon, je vais entrer dans... voilà, donc 3400. Après, donc, moins 3000. La Chine, moins 1400, peut-être plus. Voilà. Alors, la multidimensionnalité de l'écriture. En Occident, la fonction sociale d'écriture, alors là, c'est important, n'est pas seulement de communiquer, mais aussi d'imposer, au-delà du langage, une fonction comptable immanente. Alors là, on entre dans un questionnement.
Donc en Occident, si vous voulez, l'écriture est apparue à cause de la bureaucratie. La bureaucratie a inventé l'écriture pour avoir une dimension comptable. Donc par extension, le langage, si vous voulez, va avoir le langage écrit toujours de façon immanente une fonction comptable. Donc on règle des comptes avec l'écriture. On règle des comptes avec soi-même, on écrit des romans, une autobiographie, ou on règle des comptes avec les autres, c'est tout compte fait, on va régler les comptes. D'accord ? Le langage est une forme d'oracle, objet d'un regard, dont l'oracle, c'est l'écriture chinoise, mais dans toute écriture, il y a une forme oraculaire, parce qu'on ne sait pas, dans l'intelligence sémantique, le contenu, que ce soit le vocabulaire ou la syntaxe, va représenter quelque chose de l'ordre de l'oracle. Objet d'un regard, puis d'un fer, enfin d'un meurtre, de Roland Barthes. D'ailleurs, j'ai vu que le livre Le degré zéro de l'écriture se trouve en bas. Voilà, ça à retenir. Hein. Alors, écrire, c'est classer le monde. En pérennisant la parole, l'écriture fait figure d'entreprise démiurge. Donc, pourquoi démiurge? Parce qu'elle permet de défier la mort. D'accord? Les premières fonctions de l'écriture, c'est compter, classer, en même temps qu'un attribut de pouvoir, c'est-à-dire l'écriture, c'est la loi, va permettre de nommer et d'identifier. Il reste combien? Sur le nom, l'anthroponymie, comment le nom apparaît en France à la Renaissance. Alors ça dépend en France, parce qu'en Russie, si vous lisez un petit peu l'histoire de Lénine par madame de l'Académie, bon, peu importe, qui est à l'encéphale, comment ça s'appelle déjà? Oui, voilà, qui va écrire sur Lénine, déjà. Donc déjà sous Lénine, quand Lénine voulait incorporer les moudjiks, il n'avait aucun nom. C'est ce qu'on retrouve aussi à la campagne, à savoir que les gens n'avaient pas un nom véritable, mais qu'ils avaient souvent le nom du lieu. Voilà. Donc le nom, si vous voulez, apparaît à la Renaissance et trouve la notion d'identité sociale. C'est subtilement lié à l'âme. Si vous allez en Afrique, on ne vous donne jamais le nom véritable, on vous donne le nom d'empereur. Ah, tu te rappelles Jean-Pierre avec la Piedade, quand on avait fait venir, il s'appelait flûte, un ethno-psychologue, bon, peu importe. Comment? Tobinatan, ouais. Il a harcelé la Piedade pour lui demander, mais quel est votre vrai nom? Quel est votre vrai nom? Il dit non, c'est secret. En Chine, c'est pareil. Autrefois, on ne donnait jamais le nom. Il y avait un nom personnel qui détenait l'âme, vraiment le plus profond, le secret de l'être, et puis le nom social. Bon, voilà. Donc, il est imposé et donc imprescriptible. Nommer, c'est prendre le nom. Alors, être anonyme, alors c'est quoi être anonyme? C'est de ne pas avoir de nom. Donc, dans l'Égypte, quand on supprime le nom du pharaon, c'est qu'on veut le tuer. Donc, supprimer le nom, c'est le tuer. D'accord? Quand on est anonyme, quand on écrit de façon anonyme, c'est qu'on a en arrière-plan, si vous voulez, la volonté de tuer, de se prendre pour Dieu. Dans la culture sémitique, seul Dieu ne peut être nommé. Revendiquer l'anonymat peut signifier une certaine volonté de toute puissance et surtout d'omniprésence. Vous voyez, dans toutes les lectures, et c'est pour ça que je vous les ai exposées, malgré un peu le caractère un peu... mais si vous voulez, c'est que le corbeau, et surtout l'anonymographe, va donner l'impression d'être partout et de tout savoir. C'est l'omniprésence. Donc effectivement, comme disait Jean-Pierre, l'anonymat facilite le passage à l'acte. C'est bien connu, quand on fait les congrès, et c'est dans le Corbeau de Clouseau, quand on va à Paris, c'est pour faire la fête. Pourquoi l'encéphale, il fait toujours, mois de janvier, c'est au temps des soldes. Bon, voilà, allez, je passe. Le déni d'aveu, une problématique complexe que nous renvoie à l'histoire de notre culture dans ses dimensions policières et judiciaires. Sur les techniques de l'aveu, c'est l'Inquisition, c'est le marteau des sorcières. Voilà, donc... marteau des sorcières, qui est la technique de torture utilisée à l'Inquisition. Et puis l'aveu social, qui est un aveu utilisé dans ce qu'on appelle l'intelligence sémantique. Puis médico-psychologique, c'est la simulation, c'est la sincérité, le mensonge, etc. Alors là, je fais œuvre de narcissisme, d'accord? Le marteau des sorcières, hein, et puis de notre ex-collègue Roure, qui a fait le mensonge et la simulation dans les affaires criminelles. Bien. Un principe, l'anonyme graphe, le corbeau, n'avoue jamais. Ce que j'ai dit à la personne qui m'avait appelé, personne ne peut faire avouer un corbeau, jamais. Ce qui pose un problème de la structure psychologique
que je ne peux pas développer aujourd'hui, parce qu'il faut tenir compte de dimensions. Bon, le corbeau ne peut dire, seulement écrire ce qui est du domaine inconscient, et de façon anonyme. L'inconscient n'a pas de mots, n'a pas de langage. Il a le langage, mais d'une autre dimension. Je dis ça pour les psychanalystes, puisque je les ai frustrés aujourd'hui. Voilà. Alors tous les types de personnalités peuvent se voir, ce qu'on appelle les personnalités doubles, et c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, donc le double Dostoïevski, c'est aussi troubles multiples de la personnalité qui ont fait un peu fureur dans les années 80 aux États-Unis. Bien sûr, une question est pourquoi? Alors c'est la Thalberg et puis Hannah Arendt, les normopathes, nus et abris de l'abominable. Donc les normopathes, hein, c'est Hannah Arendt, hein, c'est le procès de Nuremberg, puis le procès Eichmann. Bon, c'est un peu vieux comme terme, mais bon, je le dis. Nul n'est abri, dans l'abri de l'abominable, nous sommes tous capables du pire. J'avais parlé à la fois de Jean Telet, mangez-le si vous voulez. C'est une affaire de cannibalisme en 1870, hein, je crois que c'est en Corrèze, où effectivement, les gens du village, après la guerre de 70, le bienfaiteur du village a été brûlé et dévoré. Donc cannibalisme en France, voilà. Bien, en résumé, si vous recevez des lettres anonymes, ce qu'il faut savoir, c'est Berrichon-Séguin, hein, qui a été la première graphologue à intervenir dans l'affaire Grégory, qui a été déboutée pour un problème voilà. C'est fini. Bon, je vais terminer. Voilà, donc avec qui on discute beaucoup de l'affaire Grégory. Donc voilà, il s'agit de quelqu'un qui ne se montre pas désagréable, fait partie de votre paysage. De quelqu'un dont la vie matérielle et sentimentale n'est pas satisfaisante, c'est une personne qui fait partie de l'entourage géographique du destinataire de la lettre anonyme. Sur la nature antisociale de l'être humain, la dimension biologique, la violence est-elle consubstantielle à la vie? La nature psychique, la tendance antisociale est-elle de traumatisme, désorganisateur précoce? Et là, j'ai toute une théorie que je ne peux pas vous présenter. Alors, comprendre la psychologie du corbeau requiert un inventaire sémiologique entre névrose, psychose, perversion aux états limites, nécessite d'aborder le passage à l'acte criminel, l'approche psychanalytique de la part étrange du moi, puisque cette part étrange du moi, qui a un rapport avec l'inconscient, qu'on appelle l'étranger, rappelez-vous. Hein. Donc, rappelez-vous Platon, avec le daimon, le démon. Mais rappelez-vous l'étranger de Camus aussi, quand M. Meursault tire sur l'arabe, je cite, hein, alors que dans un état second, c'est-à-dire c'est l'étranger qui y a en lui, et vous verrez, je ne peux pas l'expliquer, que c'est la part animale de l'individu qui va passer à l'acte. Voilà, c'est l'étranger, c'est la part étrange. Voilà. Alors l'apport des neurosciences, si vous voulez, qu'on appelle le sens du nombre, notre éminent collègue du Collège de France, de Stanislas Dehaene, pour moi c'est une ouverture. Pourquoi? Parce que qui remet en cause certaines conceptions psychanalytiques, à savoir que l'enfant, dès la naissance, a une vision spatiale et une évaluation numérique de l'espace. Cette évaluation numérique de l'espace, c'est ce que les psychanalystes, comme Bion, ignoraient totalement. Le seul à avoir un peu compris, c'est Winnicott, mais comme ils s'occupaient des délinquants avec ce qu'on appelle l'objet transitionnel et surtout l'espace transitionnel. L'espace transitionnel qui est un espace transactionnel. Cet espace-là, si vous voulez, l'enfant, dès la naissance, en prend conscience et en fonction de l'environnement maternel, il va être plus ou moins terrorisé, plus ou moins stressé, période de peur, il va réagir de façon soit dépressive, soit projective. Ça, c'est toute la psychanalyse. Je n'ai pas le temps, mais pour moi, si vous voulez, c'est les rapports, si vous voulez, entre l'inscrit et l'écrit. Et pour vous remercier, je vous offre le pavot bleu de l'Himalaya, photographié. Pas d'accord, hein? Merci beaucoup, André, de cet exposé. Bon, je suis désolé d'être allé très très vite, hein, d'avoir effleuré, mais c'est un questionnement. Hein. Voilà. Mais en tout cas, merci vraiment beaucoup d'avoir conclu ce colloque de cette façon. Voilà, par l'ouverture. Merci beaucoup. On conclut par l'ouverture. Très bien. Merci à tous. Je voudrais juste qu'on remercie le docteur Giordana qui a préparé ce colloque de main de maître depuis plusieurs mois.